Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et aujourd'hui, pour débuter ce cœur de patrimoine, on s'intéresse donc au monde du vin en vous présentant un moyen particulier d'y investir. C'est le groupement foncier viticole ou GFV dans le langage patrimonial. Et pour ce faire, on reçoit Julien Dupont. Bonjour Julien. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes CGP d'abord et gérant de gfv-enligne.com. Voilà, comme ça c'est donné. Vous retrouverez bien évidemment, comme à chaque fois, le lien dans le descriptif. Le GFV, le groupement foncier viticole, c'est vrai que c'est un outil patrimonial très intéressant, mais qui n'est pas le plus connu du grand public. C'est vrai que quand on dit investir dans le vin, généralement, on pense plutôt directement aux bouteilles, aux sous-jacents. On ne pense pas au GFV. Est-ce que vous pourriez nous le redéfinir, entre guillemets, expliquer dans les grandes lignes pourquoi c'est une solution patrimoniale intéressante? Alors effectivement, il faut bien distinguer l'investissement dans le vin, où on va éventuellement acheter des bouteilles de vin. Là, on achète vraiment le foncier. C'est-à-dire qu'on va se porter acquéreur de parcelles de vignes et non pas de bouteilles de vin. Et ces parcelles de vignes seront attachées à l'exploitation d'un vigneron et d'un loyer qui sera redistribué, qu'on appelle le fermage dans cet environnement. Comment ça fonctionne? Parce que on achète des vignes, effectivement, on les confie à un vigneron. Voilà, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a on va dire un ticket minimum? Comment est-ce qu'on y investit? Alors c'est assez simple en fait dans le fonctionnement. On va constituer, grâce aux capitaux d'investisseurs, une société civile qui va se porter acquéreur d'une ou plusieurs parcelles de vignes. Ces parcelles de vignes seront ensuite données en exploitation à un vigneron qui sera précédemment sélectionné et qui, en échange de cette exploitation, vous doit un loyer, qu'on appelle le fermage, comme je le disais. Et ce fermage, en fait, est défini par un arrêté préfectoral chaque année qui indique un nombre d'hectolitres de vin que l'on convertit en nombre de bouteilles. Donc on reverse à nos associés un nombre de bouteilles en fonction du ticket de leur investissement, qui est prédéfini également. D'accord, donc on a dit on n'investit pas dans des bouteilles, mais au final on récupère quand même des bouteilles. Le loyer effectivement est servi en bouteille, mais il peut trouver aussi un équivalent en numéraire. C'est-à-dire que les gens ont cette option, cette faculté de pouvoir choisir en amont s'ils seront pour l'année en cours servis en bouteille ou servis en numéraire. Et du coup, il y a un ticket minimum, enfin pour un épargnant, pour pouvoir faire partie de la fête, entre guillemets? Ah oui, absolument. On essaie de définir des tickets d'investissement qui sont relativement accessibles pour que nos investisseurs puissent aussi diversifier, parce que le GFV, le groupement foncier viticole, est avant tout un outil de diversification et éventuellement de plaisir et éventuellement de transmission. Mais c'est aussi et surtout la possibilité avec des tickets modestes, faut relativiser quand même, on est entre 5 et 10 000 euros minimum d'investissement et l'objectif c'est de permettre à nos clients de pouvoir diversifier sur un grand nombre de vignobles ou d'appellations différentes pour construire une sorte de portefeuille viticole. Et avoir du coup une cave aussi diversifiée éventuellement si on choisit le paiement entre guillemets en liquide. Lorsque on parle d'une solution patrimoniale intéressante, parce qu'on est en France quasiment à chaque coup, on nous dit, bon, et qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité? J'imagine qu'il y a un avantage fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le GFV? Il y a un avantage fiscal, il y a une carotte, il y a quelque chose? Pas à l'entrée, ou alors il peut y avoir, effectivement, sous certaines conditions, on peut structurer une opération qui pourrait permettre d'obtenir une réduction d'impôt au moment de la souscription, mais ça sous-entend un bail qui serait différent, le format du bail serait différent. Mais dans nos opérations, on privilégie un autre format, qui est celui de la récurrence du rendement, de la stabilité du rendement, qui est défini dans le bail que l'on va signer entre le groupement foncier viticole et l'exploitant, c'est-à-dire le vigneron. Donc en fait, on va avoir quelque chose qui est fixe pour investir et peut-être éventuellement réfléchir à une problématique de transmission ou de donation. C'est le seul avantage fiscal que l'on puisse avoir avec un abattement de 75%, qui n'est non négligeable, 75% jusqu'à 600 000 euros, permettant de n'avoir une assiette taxable que de 25% du montant de votre investissement. Mais donc plutôt sur la succession, enfin sur la transmission. Transmission et l'impôt sur la fortune immobilière avec des montants différents. On va jusqu'à 600 000 pour la transmission-donation et jusqu'à 100 et quelques mille euros pour l'impôt sur la fortune immobilière. Donc 75% d'abattement. Ce sont les avantages fiscaux qui sont assortis à ce dispositif. Alors, vous avez prononcé le mot immobilier en nous emmenant dans le domaine de l'IFI. C'est un peu... donc, c'est de l'immobilier, entre guillemets, avec un petit effet Canada Dry, quoi. C'est de l'IMO sans en avoir vraiment. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme une SCPI, comme...
Alors, on détient, effectivement, c'est une manière de détenir à plusieurs un actif immobilier. On achète un terrain, on achète le terrain avec ce qui est planté dessus, c'est-à-dire la vigne en l'occurrence, et c'est ce qui nous rapproche de l'investissement immobilier classique en direct ou éventuellement de la SCPI pour le co-investissement. Mais ce qui va vraiment différer, c'est principalement l'encadrement. On a un organisme d'État qui s'appelle la SAFER qui est là pour contrôler les prix du foncier viticole et du foncier agricole. C'est vrai aussi pour l'encadrement des loyers. Je l'évoquais tout à l'heure avec le fermage. Le fermage est défini dans un arrêté préfectoral. Donc on a un cadre qui n'est pas celui de l'immobilier, même si le sous-jacent, effectivement, est un actif immobilier. Je vais être un peu vulgaire, mais on peut parler rendement ou pas? Quel est le rendement moyen d'un GFV, on va dire, sur, je sais pas, sur les 5-10 dernières années? Alors, le rendement, il y a deux possibilités de calculer. Il y a effectivement le montant de la dotation que vous allez percevoir chaque année en bouteille par rapport au montant de votre investissement. C'est le rendement qui sera servi annuellement. Et ça dépend de l'appellation, ça dépend du vigneron aussi également. On peut se dire qu'on est entre 3 et 6% suivant les projets financés. Mais il y a aussi le TRI. Le TRI, c'est une donnée qui n'est pas souvent bien maîtrisée, mais qui, en soi, permet de donner un indicateur de la qualité de l'investissement par rapport à d'autres investissements. Le TRI prend en considération l'évolution du prix sur une dizaine d'années et les cash flows annuels qui sont liés au rendement qu'on évoquait juste avant. Et si on est sur le TRI, sur l'opération que l'on mène, que l'on termine actuellement, on est sur un TRI qui est supérieur à 8%. C'est-à-dire que vous, régulièrement, chez GFV en ligne, vous avez une opération dans tel vignoble, puis un peu plus tard, une opération dans un autre vignoble. Il y a quasiment des saisons, c'est ça? Il n'y a pas d'effet de saisonnalité. On travaille toute l'année sur différents projets. On essaie de varier surtout les appellations d'un projet à l'autre et de ne pas les mettre en concurrence. Que les gens puissent, au fil de l'année, investir sur différents projets dans différentes régions viticoles françaises. Bon, alors c'est vrai que quand on aborde l'idée d'une stratégie patrimoniale, on essaye d'avoir une vision un peu à long terme, de bon père de famille, etc. Bon, malgré tout, parfois, la vie nous réserve quelques mauvaises surprises, quelques aléas, et donc quelque chose qu'on a choisi d'inscrire dans la durée, on se retrouve peut-être avec la nécessité d'en sortir. Là, comme on est à la frontière de l'immobilier, comment ça se passe? On peut sortir d'un GFV, c'est un placement liquide, sans mauvais jeu de mots, il y a un marché secondaire, vous assurez, entre guillemets, un marché secondaire? Alors, il faut déjà avoir à l'esprit que c'est un investissement de long terme, qu'il convient d'avoir en tête que vous devez mobiliser des liquidités qui seront immobilisées à long terme. C'est ça qu'il faut avoir en tête et éventuellement dans un souci successoral. Cela dit, si vous avez besoin effectivement de revendre vos parts, ça dépend du marché dans lequel on se situera, mais globalement, il y a 3 niveaux de liquidité. On avertit la gérance de son souhait de vouloir céder ses parts. Le vigneron a un droit de préférence, il peut se positionner à l'achat. S'il ne le fait pas, on sollicite les autres associés du groupement. S'ils ne le font pas, à ce moment-là, on va effectivement solliciter le marché secondaire pour trouver un nouvel acquéreur, un nouvel entrant au sein du groupement foncier viticole. Mais c'est vous, chez GFV en ligne, qui aidez, entre guillemets, l'épargnant en soi, s'il le souhaite, oui. Sinon, il n'y a aucune obligation à ce qu'on se positionne. Il peut céder de gré à gré sa part ou ses parts. On dit un petit mot des risques ou pas? Il y en a? Bien sûr, oui, comme tout investissement. On voit, par exemple, cet été, on a vu les incendies qui ont ravagé une grande partie de certains vignobles. Alors, le risque climatique existe, évidemment, mais il y a aussi un risque de baisse de valorisation du foncier, qui est comme n'importe quel investissement immobilier, peut effectivement survenir. Mais c'est aussi peut-être le risque de baisse ou de l'illiquidité que vous évoquiez juste avant. C'est-à-dire qu'on a la baisse du foncier qui pourrait sous-entendre une baisse de la liquidité potentielle. C'est des risques qu'il faut prendre en considération. On n'est pas sur des actifs qui subissent des volatilités terribles. On est sur quelque chose de plutôt défensif, dont la valorisation est plutôt stable et régulière, que quelque chose d'erratique qui va subir de grosses fluctuations. Bon, pour terminer, je vous laisse faire le pitch, entre guillemets, et les 2-3 petits tips comme ça ou conseils que vous devriez donner à un épargnant qui ce matin s'est dit tiens, pourquoi pas mettre un petit peu d'économie dans un GFV. Alors déjà, premier conseil, c'est mobiliser de l'épargne que vous
dont vous n'aurez pas besoin dans un Bien futur sûr. très proche. Ça, c'est le premier conseil. Et puis ensuite, choisissez une appellation qui vous titille les papilles, quelque chose qui vous stimule, qui vous plaît, parce que vous serez amené à consommer éventuellement ou à déguster ce vin pendant un certain nombre d'années. Donc, veillez à ce que l'appellation, le cépage vous sied et vous plaise pour une longue durée. Et quand vous mettez une opération, entre guillemets, sur le marché, justement, le client futur, il peut goûter le vin pour être sûr que le vigneron travaille bien, Alors, si effectivement le vigneron a déjà une très forte notoriété et qu'il est connu en métropole et plus loin encore, le problème ne se pose pas. Mais effectivement, pour les vignerons dont la notoriété est un petit peu moins forte, on met en place un coffret dégustation que les associés peuvent commander directement en ligne et recevoir les bouteilles et se faire leur propre avis. avant de sauter. Voilà. On fait aussi des vidéos de dégustation avec une œnologue conseil qui permet de vérifier que le cahier des charges de l'appellation est bien respecté. Ça s'appelle donc un groupement foncier viticole et c'était défendu ce matin dans Cœur de Patrimoine par Julien Dupont pour gvenligne.com. Merci Julien d'être passé. Merci Cédric. Et à très bientôt dans Cœur de Patrimoine. Nous on poursuit ce matin notre voyage et on va parler immobilier. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.